Merci, Monsieur le Président. C'est évertué à me présenter, Monsieur le Président, que ce soit dans votre papier jaune, là, ou dans votre présentation du plus ancien député, comme un vieux barbon. Donc je vais essayer de ne pas trop confirmer cette présentation. Même s'il est vrai que j'ai quelques années d'expérience parlementaire. Mais être parlementaire, c'est intéressant si on va chercher l'information qui peut vous parvenir. Bon, je l'ai fait surtout, moi, en matière de santé. Je sors d'ailleurs d'un enregistrement d'un film que je vous recommande quand il paraîtra, parce que c'était une frondeuse remarquable, docteur Irène Frachon, sur l'affaire du Mediator. Et puis, moi, je ne suis pas frondeur au plan de la politique intérieure, parce que je pense qu'il fallait effectivement restaurer la compétitivité de nos entreprises. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça donne quelques résultats. Mais je dois vous dire que je suis frondeur sur le plan de la politique extérieure. Je ne suis pas du tout formé à la diplomatie, mais il se trouve que depuis très longtemps, j'ai été président du groupe d'amitié France-Liban. J'ai connu le Liban en pleine guerre civile. J'ai lourdement senti la présence syrienne au Liban. Et je suis devenu président du groupe d'amitié France-Syrie par un hasard de circonstances qui fait qu'en 1992, quand on a perdu la majorité, la nouvelle majorité, donc, qui s'appelait l'UMP déjà à l'époque, a voulu reprendre la présidence du groupe France-Liban, d'amitié France-Liban. Et hasard des choses, le président du groupe socialiste à l'époque s'appelait Jean-Marc Ayrault. Et il m'a appelé en me disant, tu sais Gérard, on n'a pas pu garder la présidence de France-Liban. Par contre, il laisse la présidence de France-Syrie. Alors je voudrais que ce soit quelqu'un qui connaisse peu la région. Moi, au départ, ça m'a un petit peu surpris. On n'était pas encore dans une phase historique nouvelle. Et puis, j'ai accepté. Et puis, donc, j'ai vécu l'histoire tumultueuse des relations entre la France et la Syrie. La lune de miel, lorsque Bachar el-Assad est arrivé, même si j'avais rencontré Hafez al-Assad auparavant au Quai d'Orsay, cette lune de miel qui s'est interrompue brutalement avec l'assassinat de Rafik Hariri et qui, à mon sens, coïncide avec le revirement de la présidence française qui a quitté la position gaulo-mitterrandienne classique de notre diplomatie originelle et qui était de se tenir toujours dans une position avant tout de médiation, d'amitié avec l'ensemble des États, de développement des relations culturelles, économiques, avec l'ensemble des courants, qui a quitté donc à ce moment-là cette position qu'il avait pourtant assumée avec beaucoup de brio au moment de la guerre en Irak, puisque son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Dominique de Villepin, avait prononcé un discours historique à l'ONU en dénonçant à l'avance ce qui allait se passer comme catastrophe après l'intervention américano-anglaise et les pays du Golfe en Irak. Je crois que c'est à partir de l'assassinat de Rafik Hariri que le président Chirac a basculé et a rejoint, d'ailleurs, dans cette fameuse résolution à l'ONU qui demandait le départ immédiat de la présence syrienne qui avait été réclamée auparavant par l'ONU pour stabiliser le Liban. Il s'est rapproché à ce moment-là, notamment au G8 à Évian, du président Bush. Et il s'est rapproché de ce qui est une philosophie diplomatique américaine qui a culminé au moment de Bush et de Kissinger, c'est ce qu'on appelle le néoconservatisme. C'est-à-dire des valeurs de la diplomatie qui font passer les valeurs occidentales comme supérieures, les valeurs de la démocratie à l'européenne et à l'occidentale, les valeurs aussi du libéralisme, de l'échange économique, et y compris donc cette prééminence donnant le droit à l'ingérence. Mais on ne va pas le faire sous l'ingérence politique.
on va le faire sous l'ingérence du droit humanitaire. Et ça a progressé chez nous avec Bernard Kouchner, notamment. Le droit humanitaire, la possibilité de s'ingérer pour protéger les populations civiles. Et c'est au nom de cela que, d'ailleurs, l'intervention franco-anglaise, avec malgré tout la bénédiction américaine, s'est produite en Libye. En Libye, où on a reproduit la raison de protection des populations, sous prétexte qu'on avait commencé à mitrailler les populations civiles à Benghazi par l'aviation de Kadhafi. Ce mitraillage n'a jamais eu lieu. Il a été indiqué par Al Jazeera, qui a tout de suite été repris par la secrétaire d'État de l'époque britannique, et qui a donné donc la possibilité, en grugeant au passage la Russie et la Chine, d'aller non pas faire une protection de population, mais aller renverser le régime jusqu'à aller tuer Kadhafi, alors même que l'on savait qu'à l'époque, Kadhafi était déjà d'accord pour, mais avec un certain nombre d'égards, quitter le pouvoir. Et ensuite, on s'est heurté à la Syrie. Alors on s'est heurté à la Syrie, pourquoi? Sans doute parce que, lit-on, depuis 2006, la CIA et un certain nombre de services de renseignement voyaient dans l'arc chiite, l'Iran, l'Irak, la Syrie alliée, le Hezbollah, un danger à la fois pour Israël et pour l'Arabie saoudite. Le facteur déclenchant ayant été peut-être, d'après certains, le fait que Bachar el-Assad a refusé un passage d'un pipeline qui venait du Qatar vers la Méditerranée, en préférant un pipeline qui, lui, venait d'Iran et serait passé donc par l'Irak et par la Syrie, alors que celui du Qatar serait passé par la Jordanie. Ça a peut-être été un des facteurs déclenchants décisifs de la décision de profiter de manifestations qui, à certains égards, très certainement, se sont rapprochées des printemps arabes, mais dont on a pu juger en revoyant les câbles diplomatiques de l'ambassadeur de l'époque, Éric Chevalier, que pourtant, il a tiré l'attention sur le fait que ce n'était pas tout à fait ce qui se passait pour les autres printemps arabes, ce n'était pas tout à fait la jeunesse estudiantine, les intellectuels, la bourgeoisie éclairée, que ces manifestations, elles venaient après un grand épisode de sécheresse en Syrie, de populations déplacées qui s'étaient localisées dans les faubourgs et qui étaient en situation sociale difficile. Et puis très certainement aussi, depuis un certain temps, de l'influence de fonds sociaux qui venaient du Golfe et qui expliquaient notamment que l'on avait vu progressivement de plus en plus de femmes voilées à Damas, ce qui n'était pas le cas quelques années auparavant. En ce qui concerne la France, puisque c'est un petit peu le sujet que vous m'avez confié, l'engagement de François Hollande, numéro 57, à l'élection présidentielle, c'était une aide accrue aux pays en développement et un renouveau du multilatéralisme. Bon, l'aide accrue aux pays en développement, c'est ce que c'est. Mais le renouveau du multilatéralisme, on voit que c'est l'inverse qu'aujourd'hui est pratiqué par l'Élysée et le Quai d'Orsay. Puisqu'on a un club qui est le club franco-anglo-américain, allié bien entendu aux pays du Golfe qui ont l'avantage de pouvoir financer à fonds perdus, qui aujourd'hui est à la manœuvre. Et à cet égard, où est la politique étrangère de la France? C'était la question qui m'était posée dans cette région. Une politique étrangère, ça sert à, d'une part, assurer la sécurité intérieure, d'autre part aussi concourir à la stabilité de ses voisins, puisque la déstabilisation d'un voisin peut entraîner l'insécurité intérieure, et puis aussi protéger l'identité nationale. Et nous, en France, on a quand même une tradition qui veut qu'on a une identité un petit peu particulière. Alors on se plume du coq parfois, avec les valeurs de la Révolution française, le message universel de la France. Aujourd'hui, on peut encore s'en réclamer, mais il est trop d'occasions où on ne le voit plus, à mon sens.
Ce multilatéralisme, donc, il est mort, non seulement il est mort, mais en plus il a conduit à ce qu'on se mette en opposition de plus en plus dure avec un autre pays qui est d'Europe du Nord, mais qui fait partie néanmoins de notre continent, qui est la Russie. Alors il y a non seulement l'adhésion à l'OTAN sous Sarkozy, effectivement, mais il y a le fait que l'OTAN a fait adhérer des pays de l'Est en remplaçant en quelque sorte un glacis soviétique par un autre glacis qui serait otanien. Ça a marché tant que la Russie était faible, ça commence à trouver des résistances. Et Poutine n'accepte plus. Mais au lieu de traiter ça par le dialogue et la coopération, on traite ça par des sanctions. Alors les sanctions, elles pénalisent qui? C'est vrai dans tous les pays. Ça a été le cas en Iran, bien entendu. C'est toujours le cas aujourd'hui en Syrie, pour la partie qui relève de l'État syrien. C'est toujours le peuple qui pâtit de ces sanctions-là. Mais en l'occurrence, les sanctions avec la Russie est un grand pays et les sanctions occidentales, néanmoins, mettront du temps. Ça ne fait créer quelques difficultés économiques. Par contre, on se sanctionne nous-mêmes, puisque c'est l'agriculture française qui a le plus de dommages des sanctions avec la Russie, sans compter, bien entendu, l'affaire des Mistral, où, heureusement, avec l'Égypte et les fonds saoudiens, on a trouvé une porte de sortie. Alors, la politique arabe de la France ancienne, elle a disparu. Et à l'heure actuelle, on se demande s'il y a une politique étrangère française pour le Moyen-Orient. Si ce n'est ce que moi j'avais dénoncé dans un communiqué, parce que ça m'avait fait beaucoup de peine en pensant à mon frère qui a vu la Légion d'honneur sur un lit d'hôpital au moment de l'évacuation des Allemands vers la Normandie, blessé qu'il était pendant la Résistance, lorsqu'on a remis la Légion d'honneur au ministre saoudien de la Défense. Et si ce n'est que peu après la visite d'un ministre qui venait dans le cadre d'un groupe des amis de la Syrie, on a vu une grande interview, une page 2 du Monde, intégralement consacrée à ce ministre saoudien, et dans laquelle, il faut le retrouver, dans laquelle, le dernier paragraphe, ce ministre se félicite de l'alignement de la France sur tous les aspects de la politique saoudienne. C'est la conclusion. Et il n'y a jamais eu aucune réaction. Moi, je l'ai gardé parce que c'est bon pour l'histoire, mais malheureusement, c'est triste pour l'actualité. Alors, le deuxième élément concernant cette question syrienne, c'est que on a cru aider une révolution populaire qui allait conduire rapidement à la chute d'Assad. Tous les 15 jours, on dit ça y est, ça arrive, c'est tout de suite. Comment notre diplomatie a-t-elle pu se tromper à ce point sur la situation intérieure syrienne? Comment a-t-elle pu penser que la bourgeoisie sunnite, notamment commerçante ou industrielle de Damas et d'Alep, les minorités religieuses, et pas seulement les chrétiennes, allaient pouvoir risquer la charia, dont la majorité sunnite ne veulent pas, puisqu'ils sont toujours du côté de l'État, et sans compter les minorités religieuses, sans compter ceux à qui on déjà promet la décapitation, et qu'ils allaient donc ne pas faire front autour du régime. Alors certes, le régime, à mon sens, a fait d'énormes fautes de répression dans les premières semaines de ces manifestations. Il y a eu d'ailleurs des désertions dans l'armée, au départ, qui expliquent la création de cette armée syrienne libre qui a rapidement été submergée. Et ça, on aurait dû le voir, d'autant plus que... Alors j'ai retrouvé ça dans Marianne, un hebdomadaire que je vous conseille de lire de temps en temps. Le 11 au 17 mars 2016, le numéro 987 révèle... Alors, je n'ai pas réussi à obtenir l'original parce que le journaliste, il donne jamais ses sources. Mais c'est dommage, mais on a quand même la page. Qu'une note au Quai d'Orsay du 15 octobre 2012 à Fabius écrit « Le piège islamiste vient du Golfe ». Écrit
il pointe clairement la responsabilité de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans le financement de groupes djihadistes luttant en Syrie. Il n'y avait pas encore Daesh. La visibilité croissante des islamistes dans l'opposition armée est un phénomène marquant depuis quelques semaines, même s'ils ne sont pas dominants dans le champ de l'opposition syrienne. Ceci pose toutefois la question du poids réel de l'islamisme dans ses différentes composantes. Tout était dans cette note du 15 décembre 2012, qui a fait l'objet d'un classement vertical. Donc, il s'agit là d'une volonté et d'un parti pris, d'une alliance qui devient stratégique avec les États du Golfe. Et pourtant, j'entendais un orateur là, qui était assis ici, M. Belliot, je crois, parler du financement par les États du Golfe du terrorisme. Sur Mediapart vient de paraître un article sur la fortune d'un ancien émir du Qatar oui, je crois que c'est du Qatar, oui. Alors, il a abandonné le pouvoir, cet ancien émir, et il est dit dans Mediapart, c'est ces jours-ci que ça vient de paraître, que cet émir a 4,5 milliards de dollars à l'extérieur pour sa propriété personnelle. Et toujours on nous répond « Ah mais on n'a aucune preuve que les États du Golfe financent les groupes terroristes ou les groupes islamistes. » Mais quand il y a une telle confusion entre les fonds privés et les fonds d'État dans ces pays, comment peut-on avoir cette certitude-là? Je pense qu'on se fourvoie, on s'est complètement fourvoyé, et qu'on n'a pas su voir par ailleurs, deuxième grosse erreur de la diplomatie française, on n'a pas su voir par ailleurs la solidité des liens qui unissait la Syrie avec ses alliés. On aurait pu commencer à le voir lorsque Hassan Nasrallah, annonçant l'intervention du Hezbollah au soutien de Assad en Syrie, avait dit « Pour nous, c'est une lutte existentielle », parce qu'il savait très bien que de la Syrie, on allait pouvoir troubler l'équilibre communautaire qui existe au Liban. On n'a pas su le voir non plus, parce que ce lien existait entre l'Iran et la Syrie de manière très très formelle. On n'a pas su le voir non plus quand on a pensé que la Russie, pris dans ses problèmes, ne s'intéresserait pas à ce qui était pourtant son implantation, et la seule en Méditerranée, le port de Tartous, et des liens, non pas des contrats, mais comment on dit, en diplomatie. Je ne suis pas diplomate. Des accords ou des traités, voilà, des traités à de multiples titres qui unissaient la Syrie et la Russie. Et donc aujourd'hui, la France, elle est totalement hors du jeu. Ça se passe entre Kerry et Lavrov, ça se passe entre Obama et Poutine, mais la France ne peut plus peser. Alors moi, ce que je souhaiterais, si elle ne pèse pas, au moins qu'elle arrête de favoriser les menées et de s'agenouiller aujourd'hui devant les chantages extraordinaires que peut faire la Turquie à propos des migrants. Et vous avez vu aussi le fait que la Turquie vient de refuser l'accès à son sol au secrétaire d'État allemand à la Défense ainsi qu'une délégation parlementaire allemande, alors même qu'il y a des avions allemands qui sont stationnés avec les Américains sur une base aérienne en Turquie. La Turquie vient de refuser l'accès de son sol pour, en quelque sorte, avoir une mesure de rétorsion par rapport au vote du Bundestag sur le génocide arménien. Alors, un petit mot quand même, parce que moi, je suis toujours très, très en relation avec des familles franco-syriennes ou franco-libanaises toulousaines qui sont issues d'Alep, qui ont toujours la famille à Alep. Quand je pense qu'en 1915, il y a eu le génocide arménien et syriaque, et qu'en 2015, ce sont les hommes du même sultan qui, en quelque sorte, veulent achever le combat à Alep. Voilà pourquoi je souhaite que rapidement la paix revienne à Alep. Merci beaucoup.